23 mai 2021 sur e-Radio. Les promesses du sommet de Paris sur la relance des économies africaines, les enjeux des élections territoriales. Alassane Samba Diop reçoit Madame Koumba Touré d'Africa Rising et Amadou Kanouté, directeur de SICODEV. L'air du temps, tous les dimanches, sur la radio de l'information certifiée. Dimanche 23 mai 2021, merci d'être à l'écoute de l'air du temps, que ce soit donc aujourd'hui. Koumba Touré est la patronne de African Rising. C'est une ONG qui travaille pour la fierté africaine et surtout pour essayer de relever cette Afrique qui est souvent abandonnée, oubliée au bord de la route. Ces invisibles qui travaillent, qui font le continent et qui sont beaucoup plus importants peut-être que les leaders africains. Nous sommes aussi avec Amadou Kanouté, on ne le présente plus au Sénégalais, il est le patron de SICODEV, une ONG qui travaille aussi au développement à la base. Merci messieurs, dames, d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, le président Macky Sall était parti à Paris avec d'autres dirigeants africains pour parler de New Deal, pour parler à défaut de plan Marshall. Le New Deal, selon beaucoup de spécialistes, était dit dans un contexte bien précis concernant l'Europe, concernant aussi les États-Unis qui avaient mis en place ce concept de New Deal. Le plan Marshall aussi répondait à des préoccupations bien précises. Est-ce qu'aujourd'hui, Koumba Touré, on peut parler de New Deal en Afrique avec la France? Merci tout d'abord de m'accueillir dans votre radio et dans votre émission. Vous êtes la bienvenue. Et c'est un plaisir d'être là, puisque cette semaine et jusqu'à la fin de ce mois, nous célébrons la libération de l'Afrique. Absolument. 25 mai, on se rappelle que des Africains se sont retrouvés, et les Nkrumah et autres. Et on dit que chaque année, ils vont mesurer à quel point nous sommes libres, puisqu'il y avait encore beaucoup de pays qui n'étaient pas indépendants. Mais c'était la date aussi qui a été maintenue avec l'Union africaine. Et quand vous me parlez, en fait, quand vous me posez cette question, ça me ramène à ça. Parce qu'en fait, après tout, on doit parler, mais c'est vraiment une question de souveraineté. Avant même de discuter du contenu, de ce qui s'est passé là-bas, puisque c'est de ça qu'on va parler, regardons tout simplement la forme, le symbolisme. À partir du moment où l'Afrique, combien d'États, combien de personnes, combien de territoires, combien de richesses doivent aller à la rencontre, je veux dire, de la petite France. Petite en face de l'Afrique, quand même. Qu'on se dise la vérité. Absolument. Et c'est déjà là quelque chose qui donne un message à nos enfants, à nos populations, qu'on est moins. Et pourquoi? Pourquoi cela aujourd'hui, dans un contexte de Covid, ou quand même, sur le plan, je veux dire, sanitaire, même si c'est dur pour nous économiquement, je pense que des rencontres seraient beaucoup plus, auraient lieu ici, beaucoup plus simplement, beaucoup plus facilement que dans les endroits où la pandémie est encore en force. Vous l'avez dit, le 25 mai, c'est une journée consacrée à la libération de l'Afrique, 60 ans après. Que les pays africains aujourd'hui se retrouvent encore en France pour chercher les moyens de leur résilience. Est-ce que ce n'est pas un échec de leadership qui a suivi justement les Nkrumah et les autres? C'est ça qui fait mal d'abord. Avant même la discussion du contenu, c'est pourquoi les solutions pour l'Afrique doivent être allées discuter en France. Et pourquoi pas chez nous ici? De Dakar à Johannesburg, on n'a pas d'espace de Casablanca à Addis Abeba, où se retrouver et inviter non seulement la France, mais toute l'Europe, la Chine et l'Union soviétique à venir nous rencontrer sur l'Afrique. Donc c'est le premier point que je dirais. Et ensuite, pour entrer vraiment dans la matière, moi je convoque en économie des personnalités comme Ndongo Samba Sylla, comme Yacine Fall. Au moins pour le Sénégal, on peut écouter des gens qui ont fait les études, qui comprennent comment l'économie aussi marche. Et qu'on nous dise, écoutez,
les choses ne changeront pas si on ne change pas certains. Il y a des fondamentaux. Absolument. Il y a des fondamentaux qui doivent changer. Mamadou Kanouté, les promesses de Paris, ce sont des chimères, apparemment. Le sommet de Paris met en fait, à mon avis, en exergue trois choses que peut-être nous savions tous déjà. Et ces trois choses, aujourd'hui, sont l'aune à laquelle nous devons analyser les résultats du sommet de Paris. Alassane, bonjour. Bonjour Koumba et bonjour à tous vos auditeurs. Ces trois choses. La première, c'est la dette et son paradoxe. La dette qui devait servir de catalyseur, de levier pour la croissance, aujourd'hui la dette est devenue un frein à notre croissance. Et pourtant, Thomas Sankara disait, l'Afrique a besoin d'aide pour sortir de l'aide. Eh bien justement, la dette qui devait nous servir, et c'est là le paradoxe, la dette qui devait nous servir de levier, aujourd'hui, on est en train de nous dire, arrêtez pour payer la dette pour vous permettre de croître. Alors que ça aurait dû être le contraire. On aurait dû nous endetter pour croître. Aujourd'hui, on nous dit, arrêtez, vous, pour payer la dette pour pouvoir croître. Ça, c'est la première chose, c'est le premier paradoxe. Le deuxième paradoxe, ou le deuxième élément qui ressort, c'est que la crise sanitaire a vraiment révélé quelque chose que nous savions aussi, c'est-à-dire la faible capacité de résilience de nos économies. Aujourd'hui, la crise a fait que nous ne sommes pas en mesure de générer et de capter les ressources qui nous permettaient de pouvoir faire face à notre développement et à la croissance qu'il y avait. Nous entrons dans une récession. Cela, on le savait. Chaque fois que nous avions posé la question aux autorités budgétaires d'investir dans les secteurs sociaux, la protection sociale, l'éducation, la santé, on nous a rétorqué que le budget que nous avions est tellement étriqué et qu'il y a la première condition, quand le budget est là, c'est d'abord de payer la dette. La dette vient en priorité, avant même les dépenses régaliennes. La présidence de la République, les affaires étrangères, l'intérieur. Et c'est seulement après que les secteurs santé, éducation, qui sont aujourd'hui reconnus comme étant les leviers d'un développement durable, c'est seulement après avoir payé la dette, après avoir fait face à ces dépenses régaliennes, que nous pensons seulement maintenant aux autres secteurs. Ça, c'est le deuxième élément que Paris a mis sous les projecteurs. Le troisième élément, Alassane, ça n'est pas tant le poids de la dette africaine qui pose problème à nos partenaires. Nous sommes un petit poussé en matière de dette mondiale. Nous représentons quelque 3,5% dans la dette mondiale, l'Afrique je veux dire. C'est vrai, sur le plan national, c'est 9 milliards de francs CFA, 2 fois le budget du Sénégal. Mais sur le plan africain, nous sommes un petit poussé. Notre dette Afrique représente moins de 2 fois la seule dette du Mexique. Donc ce qui intéresse les partenaires, et c'est ça la troisième chose à l'aune de laquelle nous devons étudier les résultats de Paris. Ce qui intéresse plus les partenaires, ce n'est pas la peur du volume de la dette. C'est pourquoi le débat sur est-ce qu'il faut s'endetter, est-ce qu'il ne faut pas, oui, c'est bien de l'avoir, mais le plus important, c'est de noter que ce qui intéresse les partenaires, c'est tout au plus notre capacité à générer des ressources pour maintenir un système. Tout est organisé pour que le système reste tel qu'il est et que nous continuions à être dans le système international financier. Et en vivre en apnée. N'est-ce pas? Et donc, ces trois choses, Paris les a révélées de manière éclatante. Est-ce que nous avons réussi? Qu'est-ce que nous avons tiré de là? Ce qui nous est promis là-bas, est-ce que c'est des choses qui peuvent répondre à ces éléments-là?
C'est peut-être ça la question que je me pose et sur laquelle je serais heureux de revenir. Sur ce plateau, dans une émission, Khadim Bamba Diagne, économiste, avait dit que le président français Macron fait son job, son travail. C'est-à-dire que l'économie française est à la rue. Ils n'ont plus rien. Et que la France, aujourd'hui, cherche des marchés en Afrique. Et que développer aujourd'hui, convoquer nos chefs d'État en Afrique pour que la France ait davantage de parts de marché en Afrique, c'est ça son travail. Ce qui veut dire que nous, nos dirigeants ne font pas le travail qu'ils doivent faire ici. Tout à fait. Surtout le continent africain. Il faut regarder comment nous sommes dirigés, comment même nos économies sont organisées. Nos pays ont des ressources. Nous n'investissons pas assez pour développer ces ressources sur place, les consommer nous-mêmes et vendre des produits finis. Transformer. Transformer. La chaîne de valeur. Non, nous enlevons ce que nous avons de mieux, nous le donnons presque gratuit, vraiment, à d'autres qui en font ce qu'ils veulent, le revendent à travers le monde entier, y compris à nous-mêmes. Et eux font les bénéfices. Quand il s'agit de signer des marchés, il y a des gens qui sont organisés, les business, et ils sont organisés, ils accompagnent leur politique et leur politique les accompagne pour faire en sorte que c'est eux les gagnants. Et nous, qui nous défend? À partir de quel moment aurons-nous des leaders sur ce continent qui s'asseyent à la table avec les gens qu'il faut, qui comprennent comment tous ces systèmes dont M. Kanouté parle marchent et qui disent non, ce ne sera pas comme ça, ce sera comme ça. Et voilà ce que nous avons comme pouvoir, voilà ce que nous avons comme puissance. Et ça, nous ne pouvons le faire qu'ensemble. Parce que si nous, en petit Sénégal, nous refusons, à côté, le Mali ou le Togo acceptent. Et ils vont là-bas. À nous et à nos dirigeants de travailler pour ceux qui les payent. Et qui les payent, ce sont les contribuables de leur pays. Ceux qui les payent et ceux qui les ont élus, ce sont les contribuables de leur pays. Et c'est pour eux qu'ils doivent travailler. Ce sont les intérêts de ces gens-là qu'ils doivent défendre. Parce que ceux qu'ils ont en face d'eux défendent les intérêts de ceux qui les ont élus. Et surtout, et encore, du patronat des pays qui les ont élus. C'est avec eux qu'ils marchent. Ils marchent avec leur business, les business de leur pays. Et nous avons besoin de cela sur ce continent pour que les changements réels se passent. Il nous faut un leadership qui se bat pour nous. Et ce changement, Kanouté, beaucoup estiment comme Chérif Salif Sy qu'il faut investir dans la qualité des ressources humaines. L'éducation, c'est là-bas que le paradigme doit changer. Tant qu'on continue au Sénégal et ailleurs en Afrique d'apprendre l'histoire des autres et de faire la communication des autres et de travailler sur des paradigmes des autres, nous serons toujours tenus en laisse. Qu'est-ce qu'il faut faire justement en profondeur pour changer l'éducation dans nos pays sur nos valeurs, sur notre éducation et sur notre culture? Parce que l'histoire qu'on enseigne à nos enfants à l'école, c'est celle des Blancs, écrite par des Blancs. Que nos héros ont été battus partout, qui n'ont jamais gagné quoi que ce soit, que nos héros sont traînés dans la boue dans l'histoire que nous enseigne. Alors que nos enfants ont besoin d'avoir des repères pour demain sur la conquête internationale et être forts, comme les Américains, comme les Français. Si Trump dit America first again, ça veut dire beaucoup de choses. Mais chez nous, on dévalorise nos héros. Et ça joue beaucoup sur la mentalité de nos enfants, des points de vue psychologiques, qui font que devant un blanc, nos présidents, nos enfants sont faibles psychologiquement. Est-ce que ce n'est pas là-bas qu'il faut aller chercher le développement du continent de l'Afrique, changer les paradigmes éducationnels? Concernant l'éducation, tout le monde s'accorde à reconnaître, et ça depuis les gens comme Cheikh Anta Diop, qu'il fallait que nous puissions nous assurer que nous travaillons, nous éduquons, nous enseignons dans nos langues nationales. Mais pourquoi on ne le fait pas? Cheikh Anta aimait à dire bàyyi leen di jël nasaraan bi di ko sàkket suñu diggante ak askan bi. Ça, c'était ses propos. Arrêtez de prendre la langue et d'en faire une palissade entre vous et vos peuples.
et obliger les militants de son parti en son temps à prendre des cours de Wolof tous les samedis et dimanches. Aujourd'hui, vous soulevez la même question. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout le monde s'accorde à dire vous ne pouvez pas vous développer, vous ne pouvez pas faire mieux en mathématiques, en sciences, avec le français qui n'est pas votre langue première. Et l'expérience ici a montré dans notre pays que les écoles où ils ont tenté d'introduire les langues nationales, les enfants avaient une capacité de se développer extraordinaire qui fait qu'on aurait pu compétir au niveau international. Tout à fait. Votre question, c'est qu'est-ce qu'il faut changer? Ce qu'il faut changer, c'est évidemment s'accorder qu'aujourd'hui, nous avons codifié toutes ces langues-là. Puisque nous les avons codifiées. Mais moi, mon drame, M. Kadouté, je l'ai dit aujourd'hui, c'est qu'on sait ce qu'il faut faire. Pourquoi on ne le fait pas? Justement, pourquoi on ne le fait pas? C'est tout le système dont on parlait tout à l'heure. Alassane, si je ramène votre question à ce qui s'est passé à Paris. On nous dit, l'un des engagements que nous prenons, c'est que nous allons mettre des droits de tirage spéciaux à votre disposition. Sur les 650 milliards de DTS que le FMI va mettre en place, il y a déjà 33 milliards qui appartiennent à l'Afrique. Vous voyez d'abord comme c'est minime. Macron dit, nous, la France, nous allons travailler à lever avec nos autres partenaires européens, américains et consorts, nous allons travailler à lever au moins 1000 milliards pour pouvoir donner à l'Afrique. Sous quelles conditions? C'est bien, exactement. Et c'est ça la question qu'il faut se poser. Quelles sont les conditions liées à cela? On nous dit que c'est des prêts sans intérêt. Intéressant. Ou alors c'est des prêts à des taux concessionnels. Intéressant. D'autant plus que la dette africaine, elle est plus renchérie, pas pour le montant, mais plutôt pour les intérêts qui sont excessivement chers. Parce qu'on nous dit que l'Afrique, c'est une zone à risque. En quoi est-ce que le Sénégal est un pays à risque comparé à d'autres pays d'Amérique latine, d'Asie et consorts? Donc, le coût de la dette est excessivement cher pour nos économies. Mais est-ce que cet argent... Mais alors, à partir de ce moment, ce qu'il faut, c'est se poser la question de savoir si on met ces DTS à nos dispositions. Est-ce que ça va être des dettes liées? Est-ce qu'on va nous dire, oui, on met ces ressources à votre disposition, mais vous allez devoir acheter Français, européens ou ailleurs? Et aussi l'environnement en Afrique, où les entreprises européennes sont déjà bien installées. Oui. Mais exactement. Et c'est elles qui vont gagner ces marchés et retourner l'argent en Europe. D'un système, c'est aussi ça. Quand on dit, oui, on va vous aider à relancer vos économies, il faudrait qu'on s'assure que les ressources qui sont mises à notre disposition pour nous aider à relancer nos économies répondent prioritairement aux souhaits et aux leçons que nous avons tirées de la Covid. La Covid a fait que l'enseignement que le chef de l'État a retenu d'abord, c'était de dire qu'il nous faut aller vers 4 souverainetés. Souveraineté médicinale, pharmaceutique, industrielle et alimentaire. Ouais, sur le papier, Écoutez, c'est bien dit. Justement, mais est-ce que c'est fait? 4 souverainetés. Étudions les résultats de Paris à l'aune de ces 4 souverainetés-là. En ce moment, on pourra dire l'impact que Paris aura eu pour nous. Et donc, si nous voulons aller vers un système éducatif qui reflète notre vécu, notre sociologie, nos capacités et renforcer le capital humain, qui est le deuxième pilier du PSE, alors il nous faut veiller à ce que l'argent qui va nous être donné à travers les DTS ne soit pas conditionné à ce que on achète plutôt français, les manuels Justement, français. c'est une question importante là-bas, Kumba. Cet argent qu'on donne, qu'on prête, c'est pas de l'argent donné. Il n'y a pas de philanthropie sur le marché international. Est-ce que c'est pas pour relancer les entreprises françaises ou européennes ou américaines qui sont en Afrique, qui travaillent, qui captent tous les marchés? Alors que le PME africain, le secteur privé africain, il n'est pas très bien considéré par leurs propres dirigeants. C'est clair et net.
nous l'avons dit tantôt. Et nous allons payer la dette aussi. Hein. C'est des questions de souveraineté. Moi, je pense que déjà sur la question de la dette, cela fait combien d'années que les Africains se battent? Cette surenchère qui fait que certaines dettes ont été payées plusieurs fois à travers les intérêts qui ont été payés. Pour moi, c'est tout simplement une question de justice. Qu'on se parle clairement. Il s'agit de questions de justice. Quand on paye plus que ce qu'on doit en intérêt, c'est une dette déjà payée. Même le fond de la question n'est pas là où elle doit être posée. Il faut qu'on ramène les choses à des questions de justice basiques, simples. Écoutez, la plupart de nos pays ont été colonisés pendant des années. Nous les avons nourris, engraissés. Et encore aujourd'hui, ils vivent de notre sang. Les flux financiers illicites, les calculs qui ont été faits montrent encore qu'aujourd'hui, c'est l'Afrique qui les nourrit. Quand on regarde ce qui entre par rapport à ce qui sort et comment c'est fait, on se rend compte que c'est vraiment, comment on dit, c'est de la blague, certaines de ces discussions-là. Donc c'est là-bas, moi je trouve qu'on doit retourner à une justice économique mondiale. Il faut une justice économique. Les questions de l'argent. Mais face à un système qui vit de ça. Face à un système qui vit de ça, mais c'est un système, l'esclavage, les gens vivaient de ça. La colonisation, les gens vivaient de ça. Il a fallu que des gens se battent. Il a fallu que des leaders lèvent la tête et disent que ça suffit. On ne peut plus vivre comme ça. Et on est au même niveau. Des gens se sont battus pour que nous, aujourd'hui, on ne puisse pas nous attacher et nous vendre. Mais peut-être que ça a changé de forme. Elle est toujours là. Hein, voilà. Et donc, à nous aussi de nous battre. C'est la forme qui a changé. Pour que nos enfants vivent mieux que nous. Mais où sont les leaders africains qui reconnaissent qu'aujourd'hui, il y a une injustice notoire dans la façon dont les rapports entre les pays sont faits et particulièrement comment on traite l'Afrique? Mais ces leaders ne sont pas aux commandes. Ce sont des gens qui sont déjà décédés. On rend hommage à son... On a des leaders aujourd'hui qui doivent faire... Il y a le Samir Amin qui avait travaillé sur ça, en parlant de centre et de la périphérie, en démontrant comment le système pompait l'Afrique. Quels sont les leaders politiques africains qui travaillent sur la base de ce que Samir Amin a fait? Ils n'osent pas. Et pourquoi pas? Ils n'ont pas le courage, non. Ils doivent avoir le courage parce qu'ils sont mis leaders pour cela. On cherche des gens qui sont là pour nous. S'ils ne peuvent pas parler pour nous, ils doivent quitter et laisser ceux qui osent parler pour nous. Oui, mais l'un des rares qui en parle aujourd'hui, peut-être c'est dû à l'histoire de son pays, c'est Paul Kagame au Rwanda. On apprend aujourd'hui que le Rwanda est en train de changer les filières de ses universités pour qu'elles soient mieux adaptées à la réalité de l'emploi au Rwanda. De façon pragmatique, les Rwandais ont décidé aujourd'hui toutes les matières qu'on apprend au Rwanda, qui n'arrivent pas à créer des emplois, qui sont en déphasage avec l'économie rwandaise, qu'on doit le revoir. Voilà des réformes aujourd'hui qui sont peut-être pragmatiques. Et ça, on attend ça des leaders africains. Vous avez 3000 sociologues, c'est très bien. Littéraires, c'est très bien. Mais après la fin de la journée, qu'est-ce qu'ils savent faire avec leurs mains? Est-ce que c'est le système qu'il faut revoir en profondeur? En Suisse, il y a le système dual, où les jeunes peuvent faire le matin la théorie, le soir, ils font de l'apprentissage. Et si à un certain niveau, vous ne pouvez pas aller à l'université, vous pouvez aller faire de l'apprentissage. Le Sénégal en parle beaucoup, on en parle beaucoup. Les centres de formation, mais depuis lors, on ne voit pas du concret. Moi, c'est ça mon problème. Voir, quand on dit, on fait. Il n'est pas possible de faire le développement pour quelqu'un d'autre. On le fait pour soi-même. Et personne ne peut vous dire, restez assis et nous allons faire votre développement à votre place. Cela n'est pas possible. C'est quelque chose qui est connu. Et donc, la question de dire, qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas en mesure de faire ce que tel pays est en train de faire? Les exemples abondent. Vous citez le Rwanda. Le Rwanda, c'est un type de leadership qui est tout à fait particulier à ce pays qui, du génocide à aujourd'hui, est vraiment passé d'un pays qui était dans le gouffre et qui soudain aujourd'hui, à cause d'un leadership fort, un leadership dit éclairé,
est en train de dire voilà la piste vers laquelle nous devons aller. D'ailleurs, le traitement diplomatique de Paul Kagame est totalement différent des autres. Hein. Eh bien, vous l'avez senti. Sur le plan international, Vous l'avez Kagame senti. est bien traité. Eh bien, très bien, Entre vous guillemets. l'avez senti. Ici, dans nos environnements, cherchons ce type de leadership d'abord dans un leadership que je pourrais appeler horizontal. Quand j'entends Kumba tenir le genre de langage qu'elle tient, quand je vois les populations à la base qui ont des formes d'organisation qui leur permettent de faire face et de prendre en charge leurs propres besoins, La résilience. notre résilience, créer leur propre source de résilience, notre rôle en tant que société civile, c'est de dire, voilà des pratiques qui sont mises en œuvre par les populations qui répondent à leur vécu sociologique, à leur vécu culturel. Comment pouvons-nous prendre ça en charge dans les politiques qui sont mises en œuvre au niveau national? Parce qu'il peut arriver que l'environnement du Rwanda soit totalement différent de l'environnement du Sénégal en termes de niveau de démocratie, en termes de capacité d'expression, en termes de liberté d'expression et d'action des populations. Parce qu'aussi, dans notre pays, c'est important de préciser aussi que la guerre en RDC nourrit le Rwanda. Parce que le Rwanda occupe quelque part une partie de RDC en exploitant ses ressources. C'est important de préciser ça. Très important. Mais écoutez, vous savez, certains nous disent que le Rwanda est l'un des plus grands pays exportateurs d'or et de diamants et consorts. La RDC. Bon, alors, mais enfin, cette question... Mais au moins que le Rwanda exploite la RDC, c'est mieux que la France le fasse. Pardon? Je dis au moins que le Rwanda exploite la RDC, c'est mieux que les autres pays occidentaux le fassent. Ça reste en Afrique, au moins. Moi, je ne suis pas particulièrement d'accord sur ça. Moi, je pense que... Mais beaucoup disent aujourd'hui que le développement du Rwanda, au-delà du leadership, le Rwanda n'est pas un pays qui a de ressources. Oui. C'est parce qu'il y a une guerre en RDC que le Rwanda profite avec ses troupes pour exploiter le maximum. Oui. Et ça c'est dramatique. Donc, je remets ça vraiment sur la table parce que c'est dramatique. Le traitement peut-être qui est donné au président Paul Kagame aujourd'hui, justement, c'est parce que il tient certains langages et tout ça, mais il n'est pas démocratique. Les gens n'osent pas dire ce qu'ils pensent au Rwanda. On peut t'enfermer, te tuer, etc. Et ce qui est fait au Congo par le Rwanda est un crime. Pour moi, la justice, elle est une. Absolument. Justice, c'est une justice. On doit être juste sur le plan mondial, on doit être juste entre nous. On doit respecter nos populations. Les populations africaines ont autant droit à la vie et à la voix que toute autre population dans le monde. Quelque chose de fondamental doit changer dans les rapports entre les êtres humains quand même. On doit évoluer, quoi. On doit évoluer. Tu sais pourquoi je dis qu'on doit pas évoluer? Ce combat, justement, le comportement de certaines populations en Afrique ne font pas que certains présidents se pensent rois, où les gens sont dans une sorte d'obséquiosité vis-à-vis de ceux-là qui doivent vous servir. Oui, mais... Est-ce que justement la question de l'éducation ne repose pas? Si les populations étaient bien éduquées, comprennent les enjeux, elles pourraient prendre leur liberté par rapport à certaines questions. La question de l'éducation est fondamentale. Nous devons éduquer nos enfants, non seulement à connaître la véritable histoire. Et quand je dis nos enfants, je parle non seulement des enfants africains, mais des enfants européens et des enfants chinois. Nous devons éduquer les enfants humains à connaître la véritable histoire du monde et à reconnaître que par la domination et par la force, c'est vrai que c'est ça l'histoire humaine, ça s'est passé comme ça, mais ce ne doit pas être ce qui doit continuer. Pour moi, avoir la force et le mettre sur quelqu'un d'autre pour prendre ce qu'on veut en tant que pirate ou bandit, que ce soit l'agresseur qui a tué la jeune femme à Grand Yoff ou bien le jeune homme qui a tué cette ménagère, ou que ce soit Israël qui tombe sur Palestine, ou que ce soit la France qui nous impose un CFA qui nous extirpe notre économie, c'est la même
c'est le même acte de domination de gens qui montrent ce qu'ils ont comme force, qu'ils utilisent pour prendre ce qu'ils veulent de quelqu'un qui est moins fort. Mais nous sommes des êtres humains, Dieu. Nous devons évoluer. Et c'est moi, dans ce cadre-là, que je mets notre lutte. Une justice, elle est une. On ne doit pas, la dignité d'un être humain ne doit pas être bafouée. Que ce soit physique ou mental, on a le droit. Et ça, c'est entre les rapports, juste entre les humains, que ce soit dans les familles, jusqu'entre les rapports entre les présidents et entre les institutions et entre les pays. Mais dans nos pays, on a des rois à la tête de nos États. Et c'est inacceptable. C'est inacceptable que juste parce qu'on est mis leader, qu'on pense qu'on a droit de vie ou de mort sur des gens, qu'on est des autocrates, des gens qui restent au pouvoir de façon éternelle sur ce continent. C'est aberrant, ce n'est pas juste, et en plus, ça ne bénéficie qu'à une infime partie de la population. C'est le pouvoir local qui nous permet de parler de pouvoir aujourd'hui à l'extrême, au sommet. Parce que aussi, les pouvoirs aussi sont délocalisés. On va vers les prochaines élections au Sénégal, locales. On voit aujourd'hui l'engouement et l'enjeu de chacun. Les gens veulent aujourd'hui occuper les postes. Est-ce que ces enjeux d'élection, on prend en compte justement les questions sociétales et surtout éducationnelles et surtout servir les populations? Servir les populations. Parce qu'on a l'impression qu'on se bat pour avoir un poste et se servir des populations. En tout cas, ce qu'il faut noter, c'est que de plus en plus, la notion de maire est en train d'évoluer. Le maire, ça n'est plus seulement quelqu'un qui a une bonne élocution, quelqu'un qui est... Non, le maire aujourd'hui, c'est celui à qui on demande de réaliser et d'aider les populations qui lui ont donné un mandat de pouvoir se développer. Et ça, de plus en plus, ça va impacter sur les modes d'élection au niveau local. Et c'est pourquoi, pour moi, l'un des enjeux de ces élections-là, en dehors de toute question politique ou politicienne, c'est plutôt les candidatures indépendantes. Dire à Amadou Kanouté, vous devez donner 10 millions de francs CFA comme caution pour pouvoir compétir dans les élections locales comme celle-là, ne favorise pas, ça devient censitaire. Ça n'est pas la piste qu'il nous faut. Laquelle il faut? Et alors, il nous faut vraiment nous rappeler que de plus en plus, des compétences sont transférées à ces collectivités territoriales. C'est extraordinaire quand je vois un département comme celui de Rufisque, qui est le premier département au Sénégal à avoir étudié son système alimentaire territorial. Le premier département au Sénégal à avoir mis en place un plan alimentaire territorial. Ça, c'est de la vision. Et ce plan territorial, ils disent, nous allons mettre en place un système de gouvernance qui va gérer ce plan alimentaire territorial. Et on met tous les acteurs là-dedans, secteur privé, les élèves, les parents d'élèves, les collectivités territoriales, les maires, les femmes. Tous ces gens, on les met dans ce système de gouvernance pour prendre en charge l'alimentation du territoire. Ça, les maires de plus en plus vont être jugés sur cette base. Tout à fait. Encore avant-hier, c'est à Yale que le maire a mis 10 millions dans l'escarcelle pour dire « je veux que les enfants dans ma commune puissent être alimentés ». Tout à fait. Ça va être de plus en plus les critères sur lesquels les maires vont être élus. Ce ne sera plus les batailles qui sont en train d'être menées autour du découpage, autour du... De toute façon, on va vite se rendre compte que c'est juste factice. Ce qui est important, c'est que les populations de plus en plus disent quel est votre bilan? Qu'avez-vous réussi en tant que maire? Vous avez été là pendant 5 ans. Que pouvons-nous retenir de votre mandat?
Que quelqu'un dise, moi j'ai veillé à ce que tous les enfants dans ma commune puissent se nourrir et aller à l'école. C'est un travail pour l'équité, c'est une orientation qui permet un développement à la base et un investissement là où il faut, c'est-à-dire le capital humain. Vous avez parfaitement mais à la raison. réalité, Koumba, ce qu'on a constaté, raison. oui, mais ce qu'on a constaté en réalité, que c'est les partis politiques qui soient des pouvoirs d'opposition ont une complicité pour exclure tous les indépendants. Ils s'organisent à la base. Si quelqu'un, un indépendant, veut arriver au pouvoir, ils s'organisent pour l'empêcher d'y arriver. C'est des stratégies. Ils sont jaloux de leur prérogative politicienne. Jaloux du pouvoir. Et ça me fait penser, hier, on était au Parcelles Assainies et on a fait une rencontre où on célébrait des femmes qu'on appelle des géantes invisibles, des femmes qui vivent avec le handicap. Et une des choses qu'elles ont dites, et je suis obligée de le relayer là, elles ont demandé, elles ont dit les collectivités locales. Il y a des choses qui sont décentralisées. Nous avons besoin de pouvoir passer. Nous avons besoin que dans les écoles, les enfants qui vivent avec les handicaps dans nos collectivités soient pris en charge. Parce qu'elles disent que c'est vous qui nous faites sentir que nous avons un handicap. C'est à partir du moment où vous ne nous donnez pas accès à ce que nous voulons. Si nous voulons aller au marché, nous ne pouvons pas y aller. Si nous voulons entrer dans un poste de santé, nous ne pouvons pas entrer. Il n'y a pas de rampe, il n'y a rien du tout. C'est vous qui nous rappelez notre handicap. Ouais. Elles ont interpellé et elles l'ont dit. Et moi, je pense que c'est maintenant de plus en plus. Ça va se faire comme ça. Mais est-ce qu'elles sont prêtes à aller à l'assaut du pouvoir, à ne plus donner leur voix, qu'elles aillent chercher des voix pour se faire élire? Exactement. En tout cas, celles que j'ai entendues moi hier ne se laisseront plus faire. Elles ont dit, vous n'allez plus nous utiliser. Comme vous faites avec les femmes, on vient applaudir, vous nous mettez au dernier rang des listes. Si nous sommes une personne vivant avec le handicap, vous nous utilisez pour mobiliser, pour voter, nous serons sur les têtes de liste pour qu'on puisse être élus nous aussi et que nous aussi, nous puissions dire ce dont nous avons besoin parce que personne ne le dira à notre place. De plus en plus, je pense que le travail des médias est en train de marcher. Mais est-ce que l'argent, les gens connaissent... Vous savez, l'argent, c'est quand même important dans les élections au Sénégal aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont assez de moyens pour justement mobiliser les gens? Au Sénégal, disons les choses telles qu'elles sont, il n'y a plus de militants, il n'y a que des clients. Ça, c'est vrai. En politique, c'est vrai. Et pourtant, l'une des choses que j'ai notées hier, c'est que même quand les politiques viennent dans certains des rassemblements que nous organisons en tant que mouvement, ils se demandent comment ça se passe parce que eux, pour rassembler 100 personnes, le coût est connu. Ils doivent payer chaque personne pour arriver. Donc, ils se retrouvent avec 200, 300 personnes qui se sont retrouvées où chacun a payé son propre transport pour venir. Ils se demandent pourquoi. Pourquoi? Parce que ces femmes-là, elles travaillent dans leur communauté. Elles aident les autres femmes. Elles travaillent elles-mêmes. Et les gens savent maintenant reconnaître ce qui est vrai de ce qui est faux. C'est important. Ils répondent aux invitations des choses qui sont réelles et quand ceux qui ne sont pas réels les invitent, ils les font payer. C'est comme ça que ça marche. Et donc, les choses sont en train de changer. Et ça va changer. Peut-être pas tout de suite, mais c'est en train de changer de plus en plus. Les femmes, les personnes vivant avec le handicap, d'autres personnes se disent, nous n'allons plus, les jeunes, nous n'allons plus juste nous faire utiliser. Est-ce que le salut, est-ce que justement le salut, justement, est-ce que le salut du continent, Kadouté, est-ce que le salut du continent passe justement par ces actions à la base qui peuvent changer tout? Que les femmes n'acceptent plus d'être utilisées comme des chairs à canon par des politiciens à mal de popularité, qu'elles décident de prendre leur destin en main. Mais c'est encore, la question de l'éducation se repose. La question de l'éducation se repose. Oui. Parce que c'est elle qui libère cette éducation. Qu'on veille à ce que les femmes, les filles particulièrement, restent à l'école, aillent à l'école et y restent. Créons les conditions pour que cela se fasse. Et aussi bien certaines ONG de la place, aussi bien nationales qu'internationales, travaillent à ce que cela devienne une réalité. Mais les gouvernants n'ont pas intérêt. Les gouvernants n'ont pas intérêt que les gens aillent à l'école.
Et non pas dire que les gens soient éduqués. Parce qu'ils sont éduqués, ils comprennent les enjeux. Ils peuvent déjouer les plans qu'ils ont mis en place. Ça ne les intéresse pas. De Senghor à Macky Sall, les gens, l'éducation n'est pas une priorité dans ce pays. C'est un constat. Nous devons faire en sorte que l'éducation soit une priorité. Ça, c'est les populations elles-mêmes qui doivent se battre. Vous savez, en Afrique du Sud, quand les gens se battaient contre l'apartheid, l'un des moteurs de la bataille, c'était la question de l'éducation. Absolument. Parce que les gens reconnaissaient très tôt qu'avoir une éducation qui est avec une discrimination, où certains reçoivent une certaine forme d'éducation et d'autres une autre forme qui les mettent comme des citoyens de seconde zone, c'est ça qui perpétue l'apartheid. Et ça c'est le travail de Nelson Mandela. Et donc la bataille, et de l'ANC. Mais une des batailles, c'était on va avoir tous droit à l'éducation. Droit à une éducation de qualité. Mais ça, c'est une bataille pour laquelle nous devons nous lever. En tant que femme, en tant qu'homme, en tant que jeune, on doit pouvoir attacher nos ceintures et marcher pour dire nous voulons une éducation de qualité pour tous nos enfants, parce que en laissant une majorité dans une éducation qui ne leur permet pas d'avoir accès non seulement aux capacités, aux connaissances, mais même à la posture qui leur permet de demander ce qu'ils veulent, on est sûr qu'on ne va nulle part. Il reste une minorité qui a accès à tout et qui maintient cela. Donc, c'est des batailles qu'on doit mener. On n'y est pas encore. Mais nous devons pousser tous nos leaders sur tout le continent africain à dire que c'est l'éducation qui va faire la différence dans le développement. Et ça, c'est le développement à la base dont vous parliez tout à l'heure. Les maires doivent aujourd'hui se battre pour que l'éducation soit une surpriorité dans nos localités, surtout ceux qui sont élus. Parce que si on n'est pas éduqué, on ne comprend pas les enjeux, on ne comprend pas ce qui se passe, on n'arrive pas à comprendre. De plus en plus, les collectivités territoriales vont être élues sur la base de leur réussite dans ce qu'on appelle les services sociaux de base. S'ils n'arrivent pas à être noyautés par les partis politiques. C'est l'accès à l'alimentation, c'est l'éducation, c'est la santé. Quelles sont les formes par lesquelles les collectivités territoriales aident leurs citoyens à pouvoir accéder à la santé? À quel citoyen allez-vous dire, organisez-vous sous telle forme pour que vous puissiez lever la barrière financière qui vous permet d'accéder à la santé, et que cette population vous dise non, nous n'en voulons pas? Jamais. À quelle population allez-vous dire, organisez-vous de telle manière pour que vous puissiez faire en sorte que vous puissiez accéder à une alimentation saine, nutritive et durable, et qu'elle vous dise non, nous n'en voulons pas. Mais vous posez une question. C'est là que vous posez une question de fond, une question de fond là-bas. En tant que société civile vient. Oui, vous avez votre point de vue de dire l'éducation est un gros souci. Il nous faut trouver les moyens d'influer sur le système éducationnel. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce système d'éducation est en train de souffrir et ne permet pas de prendre en charge les citoyens? On a dit d'abord la langue est un facteur. On a dit tout de suite que dans certaines zones, les gens vous diront tout simplement, mais j'ai besoin que cet enfant vienne avec moi travailler. Donc, je préfère qu'il vienne avec moi travailler au marché plutôt que de l'envoyer à l'école. La fille, sa maman dira, j'ai besoin qu'elle soit à mes côtés pour m'aider dans les tâches domestiques. On fait une étude ici à Diokoul, près de Kébémer. On se rend compte que du fait qu'on a mis en place une politique d'accaparement des terres qui a fait que les champs ont été clôturés par des investisseurs, ça a obligé les femmes à envoyer leurs filles faire 10 km pour aller chercher de la bouse de vache pour pouvoir faire la cuisine.
cette interrelation, est-ce qu'on l'aperçoit quand on fait les politiques? Et c'est tout cela qui fait que quand on dit que les collectivités territoriales vont de plus en plus être jugées sur les compétences qui leur sont transférées et les modes par lesquels elles vont s'organiser pour pouvoir rendre effectif l'accès à ces services sociaux de base, c'est vraiment quelque chose qui va être Mais là, vous posez une question de fond. Vous posez une pays. question de fond de leadership de ceux qui vont diriger ces collectivités locales. En comprenant que si je clôture 1 hectare, ça va avoir un impact sur les populations qui ne vont plus envoyer les enfants à l'école. C'est là que se repose la question des qualités de ressources humaines qui seront choisies pour diriger ces pays. C'est important ça. Si les gens qui sont choisis ne comprennent pas les enjeux, ils ne sont pas qualifiés pour le faire, ils n'ont pas la qualification pour le faire, mais ils vont donner des terres à des investisseurs qui font que la femme de Djokoul est obligée d'envoyer son enfant 10 km pour faire de la bouse de vache. Mais vous avez vu que les populations ne leur laissent plus cette opportunité et cette liberté. Oui. Vous l'avez remarqué, combien de problèmes fonciers avez-vous entendus? Bien sûr. Ça, c'est dû à quoi? L'éducation, ça n'est pas simplement les enfants qui vont à Bien l'école. sûr, bien sûr. L'éducation, c'est partout. aussi ces femmes dont parle le Et de façon holistique. L'éducation, c'est les paysans qui sont Absolument, à Djokoul. absolument. C'est les communautés qui disent organisons-nous pour mieux comprendre c'est quoi la loi sur le domaine national. Une fois que nous avons compris c'est quoi la loi sur le domaine national, comment la gouvernance foncière est faite, alors ces populations peuvent dire voilà ce que nous voulons, voilà ce que nous ne voulons pas. Combat, ça pose la question de leadership de ceux qui dirigent les localités à la base. Il ne suffit pas seulement d'être quelqu'un qui peut rassembler beaucoup de voix, mais de savoir la vision fondamentale que si je prends telle décision, voilà les conséquences que ça peut apporter. Vous avez parfaitement raison. Et Kanouté l'a dit tout à l'heure, avant même qu'on entre en studio, quelquefois, les populations sont en avance sur leurs leaders. Bien sûr. Absolument. Et souvent, la plupart du temps. Parce que vivant les problèmes, comprenant comment les choses se passent, ils sont en avance sur quelquefois des leaders qui sont déconnectés de la réalité parce qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Ou bien qui sont des prédateurs, tout simplement. Nous n'avons pas les mêmes problèmes que nos leaders. On n'a pas les mêmes soucis parce que ce leader qui n'envoie pas sa femme ou son enfant aller chercher des bouses de vache ne sait pas que quand il vend ses terres, c'est ce qui arrive. C'est parce qu'il n'est pas. Il n'est pas endogène. C'est un prédateur. Il n'est pas endogène. Ce qu'il veut, c'est des voix. Et nous devons nous battre. Et pour moi, c'est là que vient l'action des mouvements, de la société civile. À la base. Des gens à la base qui éduquent profondément. L'éducation, ce n'est pas savoir lire et écrire. Absolument. L'éducation, c'est de savoir tester nos leaders. Quelqu'un vient dire « Je veux vous diriger ». Quelle question lui posez-vous? Comment traites-tu les femmes et les enfants dans ton quartier? L'argent qu'on t'a confié, même quand tu étais étudiant, dans un petit groupe, qu'est-ce que tu en as fait? Il y a des choses de base qu'on doit avoir. Il devrait y avoir une liste. Certaines personnes ne doivent pas nous diriger. Mais d'où l'importance aujourd'hui de questionner le passé de ces gens-là. Bien sûr. Même quand on choisit des ministres au Sénégal, il paraît qu'il n'y a plus une enquête de moralité en profondeur pour savoir qui va gérer ce département. Quelle est cette personne qui va le gérer? Est-ce qu'elle est capable de laisser les deniers publics en place? On ne peut pas confier nos pays, nos caisses, nos vies à des gens, à des prédateurs qui n'ont ni la morale, ni l'empathie, ou tout simplement la vision politique, ou les capacités, parce que quelquefois les gens pêchent par manque de capacité. Donc il y a des tests à faire. Mais si vous recrutez quelqu'un ici, mais vous ne regardez pas s'il sait faire le travail ou pas. Est-ce que vous prenez quelqu'un juste dans la rue et vous lui donnez vos micros pour que nous puissions venir? Mais un pays, une localité, c'est la même chose. Ce n'est pas parce qu'on parle bien qu'on doit être maire d'une localité. Mais Kanouté, ça repose la qualité de ressources humaines dans un pays, qui font que c'est grâce à ces qualités que le pays se développe. La qualité, absolument. Les ressources humaines. La qualité des ressources humaines, Alassane, c'est quelque chose qu'on ne peut même, on n'a même pas besoin de le débattre. C'est vraiment quelque chose qui est absolument fondamental. Écoutez, envoyer 2 enfants à l'école, au bout de 12 mois, ou 9 mois, écoutez-les, vous savez déjà pister la graine qui est en train de germer dans chacun des 2 enfants. Vous
vous, parents, vous avez fait votre part à la maison. Vous l'avez envoyé à l'école. Le système éducatif fait sa part. La société fait sa part. Tout cela, c'est pour aller faire quoi? Vers la qualité. Mais entendons-nous sur la qualité, c'est quoi? Que voulons-nous? Cette qualité, à mon avis, dans nos pays, c'est d'abord la possibilité que nous donnons à Alassane Samba Diop, parce que nous l'avons élu. Et Alassane Samba Diop fait preuve d'empathie par rapport à nos problèmes. D'intégrité. D'intégrité. Et c'est pourquoi, si on doit penser à la dette, s'il nous faut revenir à la dette, Oui, l'un des gros problèmes de la dette, c'est sa légitimité, absolument. c'est sa transparence, c'est la manière dont nous contractons, dont nous mettons en œuvre, comment nous utilisons cette dette, l'efficience de la dette, l'efficacité de l'argent que nous empruntons. Mais ça doit être la première chose quand on parle de qualité. Il n'est pas possible de dire ne vous endettez pas. Non. Mais endettez-vous bien. Exactement. Et c'est là que se trouve la différence. Et cela, il faut que nous puissions nous assurer que nos parlementaires jouent le rôle de contrôle de l'action exécutive en disant pourquoi cette dette, pourquoi voulez-vous emprunter ça? Que nous, société civile, on nous crée les espaces où nous sommes à mesure d'infiltrer les débats sur la dette pour que ça soit légitime et que quand ça vient, chacun y met sa part. Et c'est de là que viendra le civisme fiscal. Tout le monde nous dit, les Sénégalais ne veulent pas payer l'impôt. Très bien. Ils veulent bien. Il faut Mais bien qu'ils puissent savoir en où va l'argent. contrepartie de quoi? En contrepartie de plus d'eau Oui. potable, en contrepartie de plus de santé, en contrepartie de l'éclairage public, en contrepartie d'une meilleure éducation. C'est tout cela qui fait que la question de la dette... C'est un vaste débat. C'est un vaste ben, débat. voilà. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir. Le temps que nous est imparti est terminé. Merci infiniment, Koumba. C'est un Koumba plaisir, Kane. vraiment, C'est une Koumba joie. Touré. C'est un plaisir de partager ce Mais nous aussi, plateau Koumba avec Touré, ça vous, nous a fait Diop plaisir que vous soyez et là. Kanouté. Vous apportez de la fraîcheur à ce pays qui a besoin des femmes comme vous qui se battent pour qu'on sorte de ce système qui nous annihile tous nos efforts. Merci infiniment à Amadou Kanouté. Birane Cissé était à la technique, Alassane Samba Diop au micro. Toutes nos excuses pour ces quelques minutes qu'on a grappillées sur le temps. Bon dimanche à tous. Vous écoutez e-Radio 90.3, la première